Coucou, c'est Victor. Comme un poisson dans l'eau, c'est un podcast indépendant, gratuit à écouter et sans publicité. Mais c'est pas gratuit à produire. Ça me demande de l'argent, mais surtout énormément de travail qui n'est pas rémunéré. Alors si vous pensez que Comme un poisson dans l'eau apporte quelque chose de positif et que vous voulez qu'on puisse continuer à déconstruire le spécisme ensemble, j'ai besoin de votre soutien. Vous pouvez aller sur la page Utip du podcast, dont le lien est en description, et établir un don mensuel ou faire un don ponctuel. Vraiment, même 1 euro, ça me fera très plaisir. Et si vous donnez tous 1 euro, ou même plus, j'aurai vraiment de quoi faire grandir le podcast. Un immense merci aux tipeuses et tipeurs pour votre soutien. Et sinon, une autre super façon de soutenir le podcast, c'est de le partager sur les réseaux, d'en parler autour de vous et de laisser des étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour l'épisode. Salut à tous et à toutes, c'est Martin Baudrero, vous êtes bien dans Penser les luttes. L'épisode du jour est né au mois de décembre, on était alors en pleine campagne de dons lorsque l'on a reçu pas mal de messages plutôt sympas d'ailleurs pour nous signaler un sujet jamais traité sur Radio Parleur. Problème, ce sujet, au sein de la rédac, on s'est rapidement aperçu que on n'était pas du tout spécialiste de ce sujet-là. Et du coup, on a cherché un peu qui pourrait nous aider à être un peu moins bête là-dessus, un peu plus capable de vous accompagner. C'est comme ça qu'on est arrivé à rencontrer Victor. Salut Victor. Salut Martin. Alors Victor, tu es le créateur et le présentateur de Comme un poisson dans l'eau et justement ton podcast est spécialisé sur ce sujet mal maîtrisé par Radio Parleur. C'est quoi ce sujet, Victor ? Bah oui, en fait, moi j'écoutais et j'appréciais beaucoup Penser les luttes et en fait j'ai vu que ça parlait pas du tout de spécisme. Du coup, ça me peinait d'autant plus que j'aimais bien Penser les luttes et que j'aime encore. Et je voyais que c'était pas du tout traité et apparemment du coup pas considéré comme un sujet légitime au sein des luttes sociales. Et en fait, c'est très souvent le cas. Le spécisme, c'est systématiquement absent et invisibilisé dans les médias, même quand il y a des actualités qui parlent des autres animaux. Donc, je trouve ça vraiment trop cool que Radio Parleur ait réagi un peu positivement aux interpellations gentilles qu'on leur a faites en disant ce serait chouette d'être vraiment la radio de toutes les luttes et de traiter aussi de la lutte contre le spécisme. Donc, vraiment, merci Martin. Je suis absolument ravi qu'on fasse cet épisode ensemble aujourd'hui. Super heureux de notre côté aussi. C'est parti pour ce podcast crossover Comme un poisson dans l'eau, Pensez les luttes. Quelque chose se passe. Pensez les luttes. Pensez les luttes. Quelque chose, mais quoi ? Votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur. Salut, moi c'est Victor Durand-Lepeuch. Et vous écoutez un entretien de Comme un poisson dans l'eau, le podcast contre le spécisme. Peu importe ta couleur, peu importe ton appartenance sexuelle, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu manges, ce combat t'appartient. Souvenez-vous, c'était en 2019, en pleine campagne des européennes, des élections européennes. On a vu fleurir sur les panneaux électoraux l'image d'un chien avec ce message « Les animaux comptent, votre voix aussi ». Je vais être honnête avec vous, aujourd'hui, dans Penser les luttes mélangées à Comme un poisson dans l'eau, ce fut pour moi mon premier contact avec les luttes animalistes, antispécistes. J'avais vu de loin le combat de L214, association qui met en lumière les mauvaises actions, on va dire, des abattoirs, ou les actions spectaculaires de militants et militantes recouvertes de sang, mais jamais je n'avais réfléchi jusqu'ici à l'existence d'un possible droit des animaux. En prendre soin, les respecter, d'accord, mais concevoir qu'ils et elles puissent être nos égaux n'avait jamais effleuré mon éducation. Depuis, le paysage a bien changé, les choses ont évolué, les figures souvent embarrassantes de Brigitte Bardot ou celles plus anciennes d'Alain Bougrain-Dubourg qui a fondé la Ligue de protection des oiseaux ont été remplacées par des militantes qui parlent de spécisme, qui parlent d'antispécisme et qui sont nombreuses et nombreux engagés sur ce sujet. Un combat mené de plein de manières différentes mais qui souffre encore aujourd'hui d'une réputation de lutte des fois auxiliaire ou de moindre urgence dans des milieux de gauche. Alors, comme l'a très bien dit Victor à l'instant, Radio Parleur se veut le son de toutes les luttes. Il était plus que temps pour nous de réparer cette sorte d'injustice et de vous proposer un Penser les luttes dédié au sujet de l'antispécisme. Un podcast que nous sommes heureux de réaliser en partenariat avec toi, Victor, avec Comme un poisson dans l'eau. Alors, en quelques mots avant d'accueillir nos invités, comment il marche ce podcast ? Comme un poisson dans l'eau, c'est le podcast contre le spécisme, ça tombe bien. Et en fait, dans ce podcast, je reçois les spécialistes de la question de l'oppression des autres animaux. Parce que c'est ça, en fait, le spécisme. On y reviendra dans l'entretien, bien sûr. Et j'essaie de donner à entendre un peu la diversité des perspectives sur cette question du spécisme. Et un des éléments forts du podcast, qui me tient vraiment particulièrement à cœur, c'est d'explorer la façon dont le spécisme s'articule ou est coproduit avec d'autres systèmes de domination comme le racisme ou le patriarcat, par exemple. Donc en fait, ça parle aussi de lutte sociale en général, d'une certaine façon.
Et ben voilà, exactement, parler de tout ça. Quoi de mieux que pour nous accompagner que ton expertise. Merci beaucoup. On va d'ailleurs présenter nos invités dans quelques instants. Mais d'abord, comme toujours, on va démarrer avec un petit son. Ça parle d'un chat, ça parle aussi de son décès. L'histoire peut être douloureuse à entendre, je vous préviens. Mais elle nous a semblé poser concrètement les enjeux de la discussion du jour. Un témoignage dans BFM Story, celui d'une mère et d'une fille. Elles s'appellent Georgia et Melaina. Elles ont assisté toutes les deux impuissantes à la mort de leur animal, leur chat qui s'appelait Neko, qui avait 4 ans, qui a été écrasé par un train gare de Montparnasse le 2 janvier. Elles sont persuadées qu'elles auraient pu le sauver. On était sur la voie du train qui était en direction de Tarbes, il me semble. Et notre chat s'est échappé de sa caisse et son premier réflexe ça a été d'aller se cacher sous le train. J'ai interpellé plusieurs contrôleurs pour qu'ils puissent empêcher le départ du train, enfin le retarder le temps qu'on puisse récupérer notre chat. Mais ils n'ont pas été très compatissants. Et ils ont dit ce n'est qu'un chat et que ce n'était pas leur problème. Donc je l'ai appelé, je ne l'ai pas trouvé jusqu'à ce que le train démarre. On l'a vu en train de courir en dessous du train. C'est la dernière fois que je l'ai vu en vie. Il m'a regardé dans les yeux parce qu'il a dû entendre que j'appelais son prénom. Et après, j'ai pas osé continuer à l'appeler par peur qu'il traverse et qu'il se fasse écraser par les roues du train. Du coup, il a continué à courir et puis après, c'était fini. Salut, moi c'est Victor Durand-Lepeuch. Et vous écoutez un entretien de Comme un poisson dans l'eau, le podcast contre le spécisme. Allez, prenez le programme! Radio Parleur. Voilà, pour vous redonner un peu le contexte, ça s'est passé le 2 janvier dernier à la gare Montparnasse, à Paris, où Georgia et sa fille Melaina attendaient leur train. Et leur chat Neko s'est échappé de sa sacoche et réfugié sous le train. Et les deux femmes ont tenté de l'appeler, de faire retarder le départ du train, mais le personnel a refusé. Et le chat a été coupé en 2 par les roues du train. Et la décision de la SNCF de laisser partir le train au risque de tuer le chat a fait polémique dans les médias et sur les réseaux sociaux. Alors on va pouvoir en parler avec nos 2 invités, Amandine Sanvicens et Florence Delry. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour ce crossover inédit entre Comme un poisson dans l'eau et Penser les luttes. Alors Amandine Sanvicens, vous êtes militante pour la cause animale, cofondatrice de l'association Paris Animaux Zoopolis, qui lutte contre le spécisme à Paris et qui est particulièrement active sur la question de la souffrance des poissons pour défendre les animaux exploités pour le loisir, comme c'est le cas dans les cirques par exemple, et les animaux qui cohabitent avec nous dans les villes, donc les rats, les pigeons entre autres. Florence Delry, vous êtes autrice et illustratrice scientifique et vulgarisatrice autour des questions d'éthique animale, notamment par votre blog Questions Animalistes et par vos fiches infos très pédagogiques. Vous êtes aussi la cofondatrice du collectif militant Le Projet Méduse, engagé pour défendre les intérêts de tous les êtres sentients. Et on reviendra sur ce que ça veut dire sentient un peu plus tard. Du coup, l'idée de cette émission, Amandine Sanvicens, Florence Delry, c'est aussi de prendre le temps de mieux comprendre le spécisme, surtout l'antispécisme, de l'expliquer aussi à certains auditeurs, auditrices de Radio Parleur qui ne sont pas connaisseuses ou connaisseurs du sujet. On voulait donc commencer simplement ce podcast en parlant du spécisme, une oppression encore mal identifiée ou mal comprise par les luttes sociales. On va revenir à ce n'est qu'un chat, ce que les contrôleurs ont dit à cette mère et cette jeune fille en refusant de les aider à sauver leur chat. Florence Delry, peut-être pour commencer, qu'est-ce que ça révèle cette phrase qu'on entend finalement « ce n'est qu'un animal » et c'est quelque chose qui ne peut pas arrêter le cours du temps, le cours des choses à faire? Là, on est exactement dans la définition première, si on peut dire, du spécisme. Je pense que c'est important de définir ce qu'est le spécisme pour comprendre justement l'antispécisme, qui est une opposition à cette doctrine-là. Par spécisme, pour faire simple, on entend une idéologie qui postule une hiérarchie entre les espèces animales et qui conduit à octroyer des privilèges globalement à l'ensemble des êtres humains au détriment de tous les autres animaux, qui sont regroupés dans une masse un petit peu mal identifiée, parce qu'il y a beaucoup de diversité, beaucoup d'individualité, et par le terme animaux, on regroupe toutes les autres espèces animales. C'est très large. On peut aussi ranger sous le terme de spécisme la préférence pour certains de ces animaux par rapport à d'autres, ce qui, par exemple, amène à accepter de mettre à mort et de manger des poissons, des poules ou des vaches, mais pas des chiens ou des chats, selon bien sûr les époques, les cultures et des critères plus ou moins arbitraires. L'antispécisme, c'est le rejet de cette idéologie et donc la lutte contre le spécisme postule que ce type de discrimination est arbitraire et que le critère d'espèce n'est pas pertinent pour établir la considération morale qu'on accorde à un individu.
Cette histoire qu'on a vue avec la SNCF et cette décision de faire partir un train quitte à écraser un chat et à provoquer sa mort alors qu'elle aurait pu être évitée, c'est très symptomatique de justement ces mécaniques spécistes où on va considérer que parce qu'un individu appartient à telle ou telle espèce, eh bien, il est possible de négliger ses intérêts les plus fondamentaux. Là, en l'occurrence, son intérêt à ne pas souffrir et à vivre, quoi. Donc, l'expression ce n'est qu'un chat est très révélatrice de ça. C'est-à-dire que c'est une manière de dire que sa vie est négligeable, ses intérêts sont négligeables et qu'on va, pour éviter un retard, quelques minutes de retard ou quelques désagréments assez légers quand même pour les humains, on va complètement déconsidérer les intérêts du chat en question. La lutte antispéciste, peut-être certains ou certaines se disent que c'est une lutte assez récente, parce que j'ai l'impression que beaucoup en entendent parler quand même elles en ont entendu parler assez récemment. Est-ce que c'est vraiment une lutte aussi récente que ça, ou est-ce qu'en fait il n'y a pas une histoire un peu plus longue? Peut-être c'est l'occasion de donner quelques rapides repères historiques, Amandine Sans-Vicence. Oui, déjà de dire qu'il y a quand même eu depuis très longtemps une opposition, par exemple au fait de se nourrir d'animaux, donc de les tuer pour les manger. Par exemple Pythagore, il y a eu de nombreux intellectuels à travers les siècles qui ont pris des positions fortes sur différents champs de l'exploitation animale, que ce soit à travers des écrits, à travers des poèmes, etc. Donc on peut pas dire que ce soit quelque chose de récent. Et juste sur le spécisme, la définition de Florence est parfaite. Je voudrais juste dire en fait que tout simplement, c'est le fait de ne pas se poser la question, de ne pas prendre au sérieux, de ne pas considérer les intérêts des animaux. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de débat, en fait. Voilà. Et c'est ça aussi le sujet. Et là, on le voit avec la SNCF, quoi. C'est-à-dire que il n'y a même pas eu de questionnement de qu'est-ce qui pourrait être mis en place. C'est que ça va de soi, en fait, qu'il faut que le train démarre et que c'est pas grave si on tue un animal. Pour revenir au terme spécisme, il a fallu du temps quand même pour le théoriser, notamment sur le plan intellectuel et scientifique. Je crois qu'il date des années 70 et que c'est un psychologue qui s'appelle Richard D. Ryder qui est un des premiers à théoriser ça. C'est quand même assez récent finalement au vu de l'histoire. Alors la théorisation, oui, du terme de spécisme, elle est effectivement plus récente, mais c'est vrai que c'est une théorisation qui fait écho à une lutte qui, comme le disait Amandine, est beaucoup plus ancienne. Ça date vraiment pas d'hier, quoi, qui consiste à dire que les autres animaux ont des intérêts, ont une capacité à souffrir, à ressentir des émotions, donc ils ont des intérêts propres, ils ont un intérêt à vivre. Et effectivement, cette idée de spécisme a été effectivement développée par Richard Ryder dans les années 70. Et ensuite, il y a eu d'autres écrits aussi qui ont participé à toute cette prise en considération. On peut dire que effectivement la lutte antispéciste est relativement récente, plus spécifiquement que la lutte pour les droits des animaux, qui elle est plus ancienne. On a encore aujourd'hui cette différenciation entre ce qu'on peut appeler la protection animale ou les mouvements animalistes au sens large et la lutte antispéciste, plus précisément, qui vraiment met l'accent sur le caractère arbitraire de la discrimination basée sur l'espèce. On parlait de personnalités qui ont fondé aussi beaucoup la protection animale telle qu'on peut la connaître en tout cas en France, comme Brigitte Bardot par exemple. On est plutôt là dans la protection animale. Brigitte Bardot n'est pas du tout antispéciste, n'a jamais parlé de spécisme, elle est même farouchement opposée au véganisme, donc au mode de vie qui consiste à appliquer cette idée de refuser l'exploitation des autres animaux. Elle est très très anti-végane, quoi. Donc en fait, effectivement, il y a une cassure là entre les mouvements traditionnels de défense des droits des animaux au sens large et le refus de l'espèce en tant que critère pertinent de considération morale, qui est effectivement plus récente. Et l'intégration de ces luttes-là dans les sphères politiques, elle est encore plus récente. Et aujourd'hui, de toute façon, on le disait en introduction, c'est encore malheureusement un sujet qui est très peu abordé, y compris dans les milieux progressistes. Et malheureusement, c'est aussi un sujet qui est souvent maltraité. Donc, on en reparlera peut-être après dans la suite de l'émission, mais c'est un sujet qui est quand même globalement encore très mal compris, quoi. Oui, mais justement, aujourd'hui, en fait, tout le monde est d'accord avec le fait qu'il ne faut pas maltraiter les animaux, que c'est une bonne chose même de s'engager pour les défendre. Et pourtant, la majorité des gens trouvent que les antispécistes
vont trop loin dans ce combat, ou qu'il et elle seraient trop radicaux-radicales. Alors pourquoi en fait ce scepticisme par rapport à l'antispécisme spécifiquement, selon vous Amandine Sanvicens, alors que pourtant la sensibilité pour la cause animale semble n'avoir jamais été aussi forte? Je pense qu'il y a une vraie problématique sur la compréhension des mots. Et je pense qu'aujourd'hui, la notion de spécisme et d'antispécisme est très très mal comprise par l'opinion publique, par les médias, parce que je pense que clairement, le camp d'en face a tenté de caricaturer, de déformer, on va dire, la définition. Et donc, c'est vrai que quand on est militante, c'est une vraie question de se dire, est-ce qu'il faut à tout prix utiliser ces termes qui peuvent être mal compris ? Ou est-ce que en fait il faut et c'est plutôt ce que nous on fait chez Paz, dénoncer des pratiques, avancer en expliquant pourquoi il y a des choses qui sont pas acceptables, qu'il faut interdire, etc. Parce que des fois, dès qu'on sort un mot, en fait, tout de suite la conversation est coupée parce qu'il y a une mauvaise compréhension. Donc je pense qu'il faut absolument l'utiliser en le définissant de suite, parce qu'autrement c'est mal compris et c'est peut-être trop théorique pour l'opinion publique de manière globale, mais comme ça peut l'être sur d'autres concepts, d'autres luttes en fait sociales, où dès qu'on brandit un mot, en fait, presque la conversation est finie. Je vais laisser Florence réagir. Je précise juste Paz, c'est donc votre association Paris Animaux Zoopolis. Florence, à vous. Oui, je suis d'accord avec ce que dit Amandine. Effectivement, il y a certains termes qui sont des termes assez récents, assez nouveaux, et qui sont apparus ou qui ont intégré les dictionnaires courants il y a assez peu de temps. C'est le cas du mot sentience dont on parlait tout à l'heure, qui a intégré les dictionnaires en 2020. Pour antispécisme, c'est très récent aussi, ça a quelques années. Et effectivement, il y a un traitement médiatique de ces questions-là qui est très en décalage avec ce qu'on peut retrouver dans la littérature associée en philosophie, en sociologie, etc. Donc, il y a une difficulté à s'approprier ces termes. Ça dépend beaucoup aussi du public qu'on vise. Effectivement, pour une communication très grand public, ça peut être intéressant de parler plutôt d'intérêt, d'intérêt à vivre et à ne pas souffrir des autres animaux, ce qui est quand même compréhensible de tous et toutes. Par contre, je pense que ça a aussi un intérêt de parler clairement d'antispécisme dans certains contextes et en tout cas de vulgariser au maximum la question pour qu'elle soit comprise. C'est un petit peu le cœur de mon travail. J'essaye de faire en sorte que les débats ne soient pas trop ceux qu'on peut constater dans certains médias où on entend tout et n'importe quoi au sujet de l'antispécisme, que ce serait un extrémisme, que ce serait de la violence intrinsèquement, etc. Il y a beaucoup cette caricature que les mouvements antispécistes seraient foncièrement violents, agressifs et haineux, que ce serait une opposition à l'agriculture, il y a beaucoup de confusion sur ces sujets-là. Et donc, je pense que ça a son utilité de vulgariser tout ça pour expliquer effectivement les termes, mais qu'on puisse quand même avoir une base théorique solide. Je pense que c'est intéressant de comprendre ce qu'est le spécisme, que c'est à la fois un système et une organisation sociale et politique qui est articulée autour de l'exploitation des autres animaux, et à la fois un ensemble de préjugés, de représentations culturelles, de biais culturels aussi, qui forment une idéologie qui est intéressante de remettre en question parce que les conséquences sont très fâcheuses. Justement, je mets un petit peu les pieds dans le plat. Quand j'ai discuté un peu du fait qu'on faisait ce sujet autour de moi, j'ai l'impression que cette lutte antispécisme mal comprise qu'on évoque, elle souffre notamment d'une répugnance de proximité des fois avec l'extrême droite. On parlait tout à l'heure de Brigitte Bardot sur un autre thème de lutte, mais toujours sur la question des animaux, et ces sorties racistes, etc. Est-ce que cette proximité avec une personne comme ça, comme Brigitte Bardot, et plus largement ce rapport qui est fait, c'est un frein à votre action de sensibilisation et d'explication? Pour ma part, oui, mais ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a une confusion assez conséquente, quoi. C'est ce que je disais. Brigitte Bardot, elle est effectivement pas antispéciste, elle n'a jamais parlé de spécisme. Ouais, par contre, c'est quelque chose qui est très souvent opposé aux luttes animalistes et antispécistes en général. Elle réapparaît régulièrement alors qu'elle n'a pas de rapport avec, à proprement parler, la lutte antispéciste ou même, ce que je disais tout à l'heure, l'application du véganisme. Elle mange des poissons, elle a toujours fait une distinction entre certains animaux justement sur des critères arbitraires qui sont recoupés sous cette notion de spécisme. Donc, c'est assez trompeur de l'associer au mouvement antispéciste. Mais il faut qu'on prenne en compte le fait que le mouvement soit perçu de cette façon-là. On peut difficilement passer à côté. Il n'y a pas non plus zéro raison qui font que les mouvements antispécistes essuient ces critiques-là. Donc, je pense que c'est
important qu'on montre aussi la diversité du mouvement, etc. Il y a beaucoup de méconnaissance. Merci de faire une émission sur ce sujet, ça manque beaucoup. On se rend compte que souvent les personnes qui parlent de Brigitte Bardot ne connaissent pas des théoriciens et théoriciennes de l'antispécisme comme les sœurs Af et Silko ou Dalila Awada ou Kautar Archi ou Jérôme Segal, qui sont des personnes qui parlent beaucoup aussi d'antiracisme, qui sont engagées dans les luttes féministes, etc. Et donc il y a des lacunes à ce niveau-là. Toujours retomber sur Brigitte Bardot, c'est assez décalé par rapport à la réalité de ce qu'est l'antispécisme aujourd'hui, quoi. Oui, ça doit être épuisant quelque part. Victor. Oui, pour revenir à la question de la mort du chat Neko, beaucoup disent qu'on en a un peu trop fait avec ce chat, qu'on en a beaucoup trop parlé dans les médias, alors que d'autres sujets peut-être seraient beaucoup plus importants à traiter en ce moment. Et même, moi j'ai envie de renverser un peu la question, est-ce qu'on peut pas se dire que c'est bizarre d'autant parler d'un chat quand en fait des millions d'animaux meurent chaque jour en France? Je rappelle, c'est 3 millions d'animaux terrestres qui sont tués chaque jour en France pour la consommation. Ça fait 1,2 milliard chaque année. Et c'est sans compter en fait les animaux aquatiques qui sont pêchés et tués. Alors est-ce que, Amandine Sanvicens, par rapport à ça, on a trop parlé de ce chat? En fait, je pense que, on n'a pas le luxe de se poser la question. C'est-à-dire qu'en fait, notre rôle en tant que mouvement, c'est de réagir aussi à l'actualité. Et je pense que ça aurait été très grave, en fait, s'il n'y avait pas eu de réaction. Donc moi, je trouve que c'est plutôt sain. Et en effet, on ne peut pas nier le fait que dans la société dans laquelle on est, ça touche plus que ce soit un chat que ça soit une vache ou un poisson. Le côté animaux de compagnie, on est vraiment sur des différences comme ça. Oui, tout à fait, clairement. Mais je dirais que d'en parler, moi, j'ai la naïveté de croire que ça va aussi profiter aux autres animaux, parce qu'en fait, c'est aussi créer un rapport de force, dire que finalement, on a une grande entreprise publique, la SNCF, qui finalement est totalement indifférente au fait qu'il y a un animal qui est considéré comme un membre d'une famille qui a été tué, en fait, et qu'ils n'ont rien fait, qu'ils ont laissé faire, et qui ont même participé, en fait. Donc, en fait, réagir à ça, pour moi, ça permet aussi de faire bouger des lignes. Et que, évidemment, qu'on en parle plus parce que cette catégorie d'animaux-là. Et est-ce qu'il n'y a pas quand même un risque d'instrumentalisation, et ça peut expliquer en partie pourquoi on en a finalement plus parlé que d'habitude, un risque d'instrumentalisation de ce drame pour discréditer en fait la SNCF, qui est une cible toute choisie et récurrente souvent, dans un moment de contestation sociale particulièrement actif? Florence Delry? Je pense que ça fait partie du problème, effectivement, où médiatiquement, cette histoire a eu un écho tout particulier dans la période dans laquelle on vit, qui n'est pas neutre. Je pense que c'est important, quand on est confronté à une information, de l'inscrire dans un certain contexte. Et là, ce certain contexte, c'est des revendications et des mobilisations sociales qui sont assez inédites par leur ampleur. Et c'est pas anodin de parler et de mettre en lumière autant des soucis qui seraient causés par la SNCF, et d'essayer peut-être de nuire à l'image de la SNCF en général. Donc je pense qu'il faut prendre en compte ce contexte. Ça a certainement joué dans le traitement médiatique qui a été fait de ce drame. Après, je pense comme Amandine que effectivement, c'est important de rendre aux animaux non humains leur individualité et de traiter ce genre de drame pour ce qu'il est, à savoir un drame, voilà, donc de mettre les mots, et une volonté délibérée de mettre un terme potentiellement à la vie d'un individu alors qu'on aurait pu l'éviter. Je pense qu'effectivement, c'est très important. Je crois que cet argument de dire pourquoi se préoccuper de la vie d'un chat quand il y a beaucoup d'autres animaux par ailleurs qui sont tués, c'est un argument qui est quand même assez piégeux, quoi. Est-ce que parce qu'il y a des individus qui sont tués par millions à travers le monde, on sait que c'est le cas, voilà, si on a un petit regard sur le monde un peu éclairé, on sait que c'est le cas, est-ce que pour autant on ne va pas parler de certains drames qui n'impliquent qu'une ou deux personnes? Enfin, ça n'a pas vraiment de sens, quoi. Il faut voir que dans la lutte antispéciste, cette question du nombre, tu rappelais tout à l'heure les chiffres, Victor, c'est aussi piégeux, c'est-à-dire qu'on a tendance à développer davantage d'empathie pour des individus isolés qui permettent d'avoir des narratifs, des histoires développées à la première personne. Par exemple, c'est ce qu'on voit avec des vaches ou des cochons qui s'échappent des abattoirs, qui suscitent énormément d'empathie, qui font la une de certains médias, parce qu'on peut parler d'une histoire particulière, d'un individu particulier. Par contre, la masse d'individus indifférenciés, les 3 millions d'animaux terrestres qui sont abattus chaque jour dans les abattoirs en France, qui tournent à plein régime, les poissons aussi, tous les individus aquatiques qu'on abat, ça a lieu dans une relative indifférence. C'est une statistique, c'est une masse statistique. Voilà, c'est ça, c'est une masse statistique. Ce ne sont plus des individus, d'ailleurs, ils n'ont pas de prénom, ils n'ont pas de... Voilà. Et il y a toujours cette
cette distinction entre effectivement le manque d'empathie qu'il y a pour la masse, d'ailleurs de chiffres qu'on n'arrive même pas vraiment à concevoir, parce que quand on commence à partir dans des millions, des milliards ou des milliers de milliards, c'est impossible à concevoir. C'est un frein à l'action en fait, c'est un frein à la lutte. On va avancer sur ces questions de lutte, Victor, Florence, Amandine. On va aussi avancer dans ce podcast, penser les luttes crossover comme un poisson dans l'eau. Dans les milieux de gauche, on reproche souvent à l'antispécisme d'être une lutte un peu à part, voire même de placer le droit des animaux avant ceux de travailleurs, de travailleuses. Alors, est-ce que l'antispécisme peut être un combat intersectionnel, compatible avec d'autres ? On va en parler après ce témoignage. C'est un ancien ouvrier d'abattoir qui témoigne. Alors attention, petit spoiler pour celles et ceux qui nous écoutent, peut-être aussi pour nos invités. Là encore, c'est des propos qui sont forts, il y a de l'émotion. Ça peut être un peu difficile à entendre et à recevoir, mais on a pensé que ça posait vraiment fortement les termes de notre débat. Pourquoi on tue tous les jours des vaches qui sont pleines, des vaches que le veau il est au point de naître? La vache, il est morte, d'accord? On les fracasse le crâne avec le matador, poum, on va la pendre, on va l'arracher le sabot, on va l'arracher le cuir, on va arracher la tête, et le veau il est encore vivant. Et d'un seul coup, on voit que le veau, voilà, les dernières secondes, qu'il a plus d'oxygène, parce que comme la maman il est morte, il n'arrive plus rien, et le veau, il bouge. 20-25 kilos, un veau limousin. Vous savez qu'est-ce que c'est un veau limousin? J'ai encore les images. Ça fait 3 ans qu'il a arrêté. Et ça fait 3 ans qu'il ne s'arrête pas de le faire. Il continue à le faire, ces jeunes-là. Et la société, elle dit rien, la société. Ça fait 3 ans que ces images, il me poursuit. Et je ne suis pas capable. J'essaie de les effacer. Et je ne peux pas. Je ne peux pas les effacer. Ils continuent à le faire. Ils ne sont rien à cirer. Ni des ouvriers, ni des veaux, ni de rien du tout. C'est ça qui compte, l'argent. Et le service vétérinaire, c'est le premier. Et après, on m'appelle lâche. Je suis un lâche, moi. Je ne suis pas un homme. Mais comment j'explique ça à mes enfants, moi? Papa, qu'est-ce que tu fais, papa? Moi, j'ai tué des vaches, avec un veau à l'intérieur. Et le veau, je le jette à la poubelle. Ça te va, mon petit? Comme un poisson dans l'eau, le podcast contre le spécisme. Pensez les luttes avec Radio Parleur. On fait quoi aujourd'hui, là? On joue au chat et à la souris avec la police ou on s'organise? Voilà, c'était un extrait du documentaire Les damnés des ouvriers en abattoir qui date de 2020 et qui a été réalisé par Anne-Sophie Reinhardt, qui a interrogé en fait 7 ouvriers d'abattoir pour mieux comprendre la violence de leur travail quotidien. Alors on le voit bien avec cette parole très émouvante de Mauricio Garcia Pereira, donc ancien ouvrier d'abattoir et qui est devenu lanceur d'alerte pour L214, qui a notamment écrit un livre sur la question. On voit à quel point les abattoirs sont des lieux à la fois d'exploitation animale, bien sûr, et d'une extrême violence, mais aussi d'exploitation humaine. Et je voudrais bien vous interroger, Florence Delry et Amandine Saint-Vicence, justement sur le lien entre l'antispécisme et les autres luttes sociales. La sociologue et écrivaine Kawtar Archi a une très belle formule. Dans un article de la revue Ballast, elle y écrit qu'il est important de faire exister sur son front à soi les autres luttes. Alors comment on fait exister les autres luttes sociales sur le front de la lutte contre le spécisme? Je pense que effectivement, alors il y a beaucoup de productions intellectuelles qui émergent autour de cette question des liens entre le spécisme et d'autres formes de domination, parce que effectivement, c'est ça le spécisme, c'est, comme je disais tout à l'heure, un système, une organisation sociale, politique articulée autour de la domination d'un certain groupe, d'une certaine catégorie d'individus, en l'occurrence les autres animaux. Cette organisation, elle pose problème parce qu'elle crée des souffrances, elle contrevient à la liberté, à l'émancipation de ces individus, et elle touche à la relation qu'on peut avoir entre, d'un côté, des personnes qui tirent profit de la domination d'autrui, et de l'autre côté, les individus qui sont dominés et qui donc en subissent un préjudice. Il y a beaucoup d'auteurs et d'autrices qui font le lien entre cette domination exercée sur les autres animaux et la domination exercée sur d'autres groupes, notamment en mettant en avant que les processus de déshumanisation dont l'humanité, dont certains groupes humains sont victimes, sont aussi des processus d'animalisation. C'est ce que dit très bien Kawtar Archi, c'est ce dont parle aussi Dalila Awada, qui est une militante féministe antiraciste et antispéciste québécoise, où il est question de dire, à certaines époques, à certains moments,
et ça a toujours lieu aujourd'hui. Il y a certains groupes qui sont animalisés, qui n'ont pas le statut réellement d'humain, qui sont des sous-humains, des non-humains ou des mal-humains. C'est-à-dire que ce sont des individus dont on nie les intérêts, dont on nie la capacité à souffrir, dont on néglige la vie, les souffrances, etc. Et ce lien entre le spécisme et d'autres mécanismes de domination, il est fait effectivement par des autrices comme Carol Adams, donc je parlais de Dalila Awada, mais c'est aussi le cas de Kauthar Archi, il y a beaucoup d'autres auteurs et autrices qui en parlent. Plusieurs auteurs évoquent aussi l'idée d'un suprémacisme humain, comme on peut entendre l'action de suprémacisme blanc, etc. Est-ce que c'est un terme dans lequel vous vous reconnaissez ? Amandine, peut-être sans Vicence, et ensuite Florence Delry, je vous laisserai réagir sur cette question. Non, c'est toujours la question de comment on définit les termes, en fait. Mais aujourd'hui, on est obligé de constater que les humains, en fait, ont créé un système où ont institutionnalisé le fait et ont planifié le fait de tuer massivement les animaux, de les exploiter, que ce soit pour le loisir, que ce soit pour l'alimentation, que ce soit pour l'expérimentation, pour l'habillement. Je veux dire, ça donne le tournis, c'est titanesque. Donc, forcément, qu'il y a une domination qui est absolue. Je veux dire, aujourd'hui, les humains, oui, qui est massive et qui est surtout à tous les niveaux, quoi. C'est-à-dire que ce soit pour l'amusement, que ce soit pour s'habiller, que ce soit pour se manger, etc., etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, en fait, les humains décident et ont le droit de vie ou de mort sur les animaux. C'est-à-dire qu'on décide quand ils naissent, dans quelles conditions, quelles vont être leurs conditions de vie. Est-ce que ça va être dans des cages, est-ce que ça va être en semi-liberté, on décide comment on les tue, quand on les tue, à quel âge. Donc, le terme de suprématie, en tout cas, si c'est un terme de domination absolue, moi je trouve qu'il est justifié, puisque c'est ça la réalité. Et là où je voudrais rebondir, c'est sur le lien avec, on va dire, les autres discriminations. Je pense qu'on est un peu à un tournant actuellement où on voit aussi bien dans certains partis politiques, comme par exemple la France Insoumise, qui a eu un programme quand même assez ambitieux sur la condition animale, et c'est assez récent. Je pense aussi à l'ouvrage, par exemple, de Réjeanne Sénac, qui est à Sciences Po, etc., qui a écrit Radical et fluide, où elle a choisi d'intégrer l'antispécisme aux côtés d'autres luttes classiques, on va dire, à gauche, comme le féminisme, etc., où elle a assumé ce choix et où elle expliquait que d'ailleurs, elle avait eu certaines critiques, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que il y a une prise de conscience, et en parallèle de ça, on a des organisations, des partis qui sont complètement réticents. Je pense par exemple à certains syndicats, je pense par exemple au Parti communiste, où c'est une catastrophe sur leur discours en matière de condition animale. Donc, on voit que clairement, aujourd'hui, l'antispécisme, la condition animale, etc., c'est pas gagné, que ce soit repris de manière politique par celles et ceux qui peuvent défendre des luttes contre les discriminations. Et ça, c'est un véritable problème. Vous faites référence notamment du côté du Parti communiste au discours sur la viande, qui a porté beaucoup Flavien Roussel pendant la présidentielle. Florence Delry, sur ce sujet, vous vouliez réagir ? Oui, effectivement, je pensais aussi à l'ouvrage « Ainsi nous leur faisons la guerre » de Joseph Andras, qui est un livre composé de 3 tableaux et qui justement permet d'entrecroiser les luttes comme ça. Il est notamment question de la lutte menée par les suffragistes en Angleterre, qui ont pris la défense de chiens victimes d'expérimentation et qui ont directement lié cette lutte à la propre oppression dont elles étaient victimes aussi. C'est des mécaniques en fait qui sont identifiées par les victimes d'oppression contre effectivement un suprémacisme. Alors on parle de suprémacisme blanc, de suprémacisme mâle aussi, et le suprémacisme humain, effectivement, moi c'est un terme que j'utilise. Je suis pas la seule. Je voudrais citer Silko, qui est une philosophe américaine, qui disait: si nous voulons nous attaquer au racisme et nous débarrasser de la pensée raciale, ce qui implique de renverser notre monde social, nous devons examiner tous les domaines dans lesquels la pensée raciale fonctionne, et l'un d'eux se trouve tout juste devant nous, dans notre assiette. Cette citation-là, elle est assez parlante dans l'idée qu'il y a un statut inférieur qui est attribué aux autres animaux comme condition en fait essentielle au fonctionnement de l'ensemble du système raciste aussi, c'est-à-dire un système qui hiérarchise les êtres vivants et fait trôner une certaine catégorie à son sommet. Donc c'est ça le suprémacisme. Moi, en faisant mon travail avec Comme un poisson dans l'eau, je constate que parmi les personnes engagées contre d'autres oppressions, elles sont finalement très peu à reconnaître que le spécisme en est une aussi d'oppression. Comment est-ce que vous expliquez ce manque de reconnaissance, en fait, encore, du spécisme en tant qu'oppression, au même titre que d'autres ?
Amandine Saint-Vicence? Moi, ça me fait penser un peu à une époque où certains disaient que finalement le féminisme, c'était pas trop important, que c'était pas la priorité, que la priorité c'était la lutte des classes, etc. Et en fait, j'ai l'impression que il y a cette volonté de faire une hiérarchie, quoi. Et nous, on le voit quand on s'adresse à des élus en nous disant c'est pas la priorité, voilà. Et ce truc de dire c'est pas la priorité, en fait, c'est de dire que c'est un raisonnement qui est spéciste, parce que au final, je veux dire, on pourrait dire qu'est-ce qui est la priorité, et que en fait tout cohabite pourtant quand il y a une politique qui est à mener. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire. Je pense encore une fois qu'il y a des lignes qui ont vraiment bougé et qu'aujourd'hui, on a des personnalités politiques de premier plan qui disent des choses quand même assez nouvelles sur la condition animale. Mais il y a encore un gros travail à faire, quoi. Et c'est sûr que dans certains milieux, je pense que voilà, que c'est assez inaudible, et c'est aussi se poser la question de comment faire, nous, en tant que mouvement, pour arriver à aller toucher ces personnes-là. Après, moi, j'entends tout à fait, et soyons très clairs, j'entends tout à fait que pour certaines personnes, parce que voilà, elles sont discriminées, parce qu'elles subissent des violences et tout, que forcément, elles ne vont pas pouvoir s'y intéresser. Donc ça, c'est des choses différentes. Moi, en l'occurrence, là, je vise plutôt les responsables politiques, et qui, pour moi, doivent s'intéresser à la question animale parce que c'est une question politique, et que aujourd'hui, massivement, sur toute une série de sujets liés à la condition animale, la population française attend des avancées et qui sont pourtant bloquées au sein des décisions politiques. Une chose qu'on entend aussi beaucoup, c'est que les animaux ne se défendent pas eux-mêmes. Ils ne réclament pas leurs droits, et que du coup, le mouvement antispéciste est composé uniquement de personnes qui parlent au nom des animaux, mais sans être concernées eux-mêmes par l'oppression qu'elles dénoncent. Est-ce que c'est aussi un problème, en quelque sorte, Florence Delry? Oui, alors c'est vrai que c'est une opposition qu'on entend souvent, mais justement, je voulais rebondir sur les propos juste avant, sur le fait qu'il y aurait des luttes qui seraient prioritaires. Et moi, ça me pose vraiment un souci de considérer que dans les milieux progressistes, on puisse penser et affirmer ça sans que ça pose de soucis. On sait que dans certaines organisations politiques, il y a un manque d'inclusivité, notamment pour les personnes qui sont handicapées, par exemple, et qu'il y a un vrai validisme, que ça pose quand même question, et que souvent ça ennuie ces organisations-là en disant non mais c'est pas la priorité que ce soit accessible, etc. Et c'est exactement le même type de discours. Moi, ça me paraît très problématique que dans des milieux qui cherchent l'émancipation et le refus des dominations et la prise en compte de chacun et chacune, qu'il y ait ce type de réflexe en fait qui se met en place. Et on retrouve exactement la même chose vis-à-vis des enfants, avec les luttes contre l'agisme qui sont considérées comme étant très secondaires. Et on a exactement la même problématique avec justement sur cette question de lutter par soi-même, que les bébés, les tout petits bébés ne peuvent pas non plus lutter pour leurs droits, sont même pas des agents de leur propre vie, à proprement parler. Ils n'ont aucun devoir particulier, ils n'ont pas besoin de ça pour avoir des droits d'ailleurs. Et ils peuvent pas s'émanciper, ils peuvent pas s'organiser collectivement pour mener leur propre lutte. Et on est exactement dans la même configuration avec les autres animaux, c'est-à-dire que il va falloir expliquer pourquoi le fait que des individus ne puissent pas mener une lutte organisée, collectivement structurée, etc. Pourquoi ce serait une raison de les exploiter encore davantage? Moi, je pense que c'est l'inverse, c'est plutôt un facteur aggravant en fait. Si une population subit des préjudices, souffre, et qu'en plus, elle est dans l'incapacité de s'organiser collectivement pour revendiquer ses propres droits, ses propres intérêts, il faut prêter une attention toute particulière à cette population-là. Pour moi, c'est vraiment un facteur aggravant. Et cet argument de dire les animaux ne lunent pas par eux-mêmes, donc on peut les négliger, pour moi, c'est vraiment très, très capacitiste et validiste. Ça pose vraiment de gros problèmes, quoi. Pourtant, c'est un argument qu'on entend assez souvent, effectivement. On peut aussi noter que si on ne voit pas les animaux se révolter et lutter par eux-mêmes, c'est souvent que l'exploitation se passe précisément dans des endroits qui ont été conçus pour être à l'abri des regards. Bien sûr, les abattoirs qui ont été sortis des centres-villes à une époque et qui aujourd'hui sont complètement opaques, à tel point que... D'ailleurs, Mauricio Garcia Pereira en parlait, les téléphones sont interdits par les directions, on ne peut pas filmer, on ne peut pas y entrer, etc. D'où l'intervention des ONG et des lanceurs d'alerte. Donc, c'est précisément parce que ces lieux sont à l'abri des regards qu'on ne voit pas les animaux se révolter. Et de la même manière, on a construit tout un ensemble de structures pour que ces animaux-là, ces victimes-là, ne puissent pas se révolter. La sélection génétique même fait partie de ces outils-là pour sélectionner les animaux les plus placides qui soient. Et puis il y a tout ce qui après relève de la contention, de la mutilation, de briser la volonté, du dressage, etc. En quelques mots, Amandine Saint-Vicence, et ensuite on passera à la troisième partie de ce Penser les luttes crossover comme un poisson dans l'eau. Oui, je voudrais juste rebondir aussi sur le fait qu'en fait, le spécisme, c'est aussi être éduqué
éduqués dès notre naissance à ne pas voir les animaux résister et s'opposer à leur oppression. C'est aussi ça. Et qu'en fait, si on y prête attention, dans les lieux où on voit des animaux asservis, ça peut être les cirques, les zoos, la pêche de loisirs, etc., où finalement c'est autour de nous, c'est visible. Si on y prête attention, on voit des animaux qui se débattent, qui ne se laissent pas faire, qui tentent de résister comme ils le peuvent. Certains parviennent même à s'évader. C'est par exemple le cas d'un taureau Ferdinand qui s'est évadé d'un abattoir à Meaux et qui a été tué plus tard. Donc voilà, donc ce que je veux dire, c'est que la résistance animale, elle existe. Alors traditionnellement, dans Pensez Lutte, on prend le temps en fin d'émission, dans cette dernière partie, d'ouvrir sur l'avenir, de se demander comment s'organiser bien pour faire avancer ces luttes. C'est un peu ce qu'on a commencé à discuter là. C'est ce qu'on va faire avec vous, si c'est OK pour vous, Amandine et Florence. Ça commence au Conseil de Paris, à l'Hôtel de Ville. C'est en septembre dernier. Douchka Markovic, conseillère de Paris et membre du Parti animaliste, prend la parole. Les surmulots seront toujours présents à Paris, quoi que nous fassions. La réalité est que les actions menées jusqu'à maintenant ne fonctionnent pas et sont très coûteuses. Nous devons nous interroger sur des nouvelles méthodes efficaces et non létales. Mieux les connaître afin de trouver des méthodes efficaces et éthiques. Un premier bilan est déjà de constater le rôle important joué par les surmulots au quotidien dans les égouts avec l'évacuation de plusieurs centaines de tonnes de déchets et débouchage de canalisations. Ils sont nécessaires à la gestion des égouts de la ville de Paris. Ils sont nos auxiliaires de la maîtrise des déchets. Nous pensons donc qu'il faut agir, mais agir différemment. Nous ne partageons pas les considérants de votre vœu, mais partageons la nécessité d'agir avec un nouveau regard sur la gestion des surmulots à Paris. Comme un poisson dans l'eau, le podcast contre le spécisme. Voilà, c'était Douchka Markovic, représentante du Parti animaliste au Conseil de Paris et qui s'exprime sur les méthodes non létales pour maîtriser la population des rongeurs. Alors comment on fait pour avancer ? Déjà pour faire reconnaître la légitimité de cette lutte contre le spécisme, mais ensuite surtout en fait pour obtenir des victoires dans cette lutte. À vous deux, Florence Delry et Amandine Sanvicens, vous représentez diverses façons de s'engager pour les animaux. Donc quels sont selon vous les leviers d'action et de changement les plus importants à mobiliser ? Peut-être Florence Delry d'abord ? Bon, les leviers sont vraiment multiples parce que l'exploitation des autres animaux est tellement omniprésente et nos structures sociales et notre organisation sociale est tellement dépendante de cette exploitation que ça touche à beaucoup de domaines différents et que je pense qu'il y a un intérêt à utiliser des stratégies croisées et à utiliser l'ensemble des leviers possibles pour faire évoluer les choses. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup pris le parti d'informer, de vulgariser et de faire de la médiation sur les questions liées à l'antispécisme, au spécisme, à la sentience et aussi au véganisme, parce qu'il y a aussi d'autres aspects plus pratiques qui concrètement retiennent un petit peu certaines personnes sur le fait de franchir le pas sur le fait de refuser l'exploitation des autres animaux. L'alimentation, par exemple, c'est un levier qui est particulier et qui est particulièrement important. Il y a une grande partie des animaux qui sont exploités qui sont dédiés à la consommation humaine et ça fait l'objet encore de beaucoup de méconnaissances, beaucoup de désinformation. Donc, je pense que c'est un levier qui est important. C'est un gros enjeu, notamment sur la formation des médecins, l'évolution des recommandations sanitaires, la multiplication de l'offre en restauration collective, notamment dans les cantines, etc. Ça touche à beaucoup d'enjeux, notamment même environnementaux. Mais sur la question du spécisme, en tout cas, c'est plus facile d'appréhender les autres animaux comme étant des individus ayant une subjectivité, des intérêts propres, quand on ne les mange pas. Donc, c'est plus compliqué quand on les consomme, en fait, de les considérer comme ayant des capacités cognitives importantes, comme ayant des intérêts propres et tout ça. Donc, ça fait partie des enjeux. Donc, je pense qu'il y a vraiment un gros enjeu sur l'information, la vulgarisation et la bonne compréhension de ce contre quoi on lutte. Et puis, après, il y a différents leviers qui sont culturels, politiques et notamment dans la représentation culturelle qu'on a des autres animaux, la cohabitation qu'on peut avoir avec eux. Je pense qu'Amandine est bien placée aussi pour parler de cette question de la cohabitation avec les animaux, notamment liminaires, mais du coup, je lui laisse la parole. Justement, avant de laisser la parole à Amandine Sanvicens, un seul petit point pédagogique, sentience, on l'a un peu évoqué. Et finalement, on n'en avait pas prononcé ce mot depuis le début de cette émission. Est-ce qu'on peut donner en 2 secondes sa définition ? Oui, alors la sentience, c'est défini comme la capacité pour un individu à ressentir des expériences négatives ou positives, donc de manière subjective, c'est-à-dire de vivre sa vie à la première personne. On appelle sentients des individus qui sont généralement capables de souffrir, de ressentir de la douleur ou du plaisir, de ressentir diverses émotions. Et c'est le cas donc de l'ensemble des animaux qui sont exploités en élevage, les mammifères, les oiseaux, également les poissons, les décapodes, donc crabes, les homards, etc., les crustacés décapodes, les céphalopodes tels que les poulpes, etc.
Donc cette notion, elle est assez centrale en éthique, puisque on va généralement considérer que si un individu est capable de souffrir, notamment, ben ses intérêts comptent. Et il y a intérêt à justement minimiser le plus possible ses souffrances ou essayer de respecter son bien-être, quoi. Merci pour cette définition. C'est important parce que c'est un terme souvent utilisé par les militantes et militants antispécistes, et c'est bien de l'avoir en tête si vous écoutez ce podcast. Victor, tu avais une question pour Amandine Sanvicens. Oui, Amandine Sanvicens, vous faites beaucoup avec Place pour mettre ces sujets justement sur la table et à l'agenda médiatique. Et une de vos batailles, comme l'a dit Florence, c'est qu'on arrête de parler de nuisibles pour parler des animaux qui vivent avec nous dans les villes et qu'on parle à la place d'animaux liminaires. Alors pourquoi est-ce que c'est si important finalement la façon dont on appelle les rats, les pigeons et autres animaux des villes ? Alors, ça nous paraît fondamental parce qu'en fait, c'est une catégorie d'animaux qui est déjà très invisibilisée, et ça rejoint complètement le fait qu'on soit dans une société spéciste, c'est-à-dire que c'est des animaux qui sont pourtant omniprésents dans l'espace urbain, qu'on ne peut pas ne pas voir, comme par exemple les pigeons, et pourtant finalement on n'en parle pas, on n'y prête pas attention, et on est globalement indifférente au fait qu'ils souffrent, qu'ils soient dans des conditions vraiment dures. Et donc cette catégorie d'animaux liminaires, en fait, elle permet de poser un mot sur une catégorie d'animaux qui devrait avoir un statut juridique, qui devrait être protégé, et en tous les cas qui devrait pas être massacrés comme c'est le cas aujourd'hui, par exemple sur la question des rats. Et voilà, donc la définition d'animaux liminaires, en fait, c'est tous les animaux qui vivent en liberté, donc qui ne sont pas placés sous la propriété d'un humain, dans l'espace urbain. Donc ça veut dire qu'ils ne sont ni domestiques ni sauvages, et qui généralement sont méprisés. Et donc nous, on essaye de pousser les villes, mais aussi le gouvernement, les parlementaires, à faire reculer déjà les pratiques cruelles les visant, puisque c'est largement le cas, que ce soit l'empoisonnement, le gazage, le fait de les piéger, etc. Et puis, in fine, d'avoir un véritable statut juridique. Et donc, la terminologie de nuisible, elle est vraiment importante à déconstruire parce que, bon, aujourd'hui, ça a évolué. Enfin, la terminologie de nuisible, en fait, elle est utilisée dans le langage courant. Avant, c'était une terminologie juridique. Aujourd'hui, ça a évolué et ça s'appelle espèce susceptible d'occasionner des dégâts. Bon, la réalité, c'est que c'est un outil juridique qui permet de tuer les animaux, donc de leur retirer le droit de vivre. Donc c'est c'est extrêmement grave. Derrière ce mot, c'est le fait de pouvoir tuer des animaux. Et surtout, ce terme, en fait, là où il est vraiment très négatif, en fait, c'est que on dit nuisible et ça rentre dans l'esprit des gens, mais finalement, on se pose plus la question de ce que ça veut dire. Et nous, on essaye de dire, mais nuisible par rapport à qui ? Par rapport à quel intérêt ? C'est ça le vrai sujet, en fait. Et ça veut dire que tout est ramené aux humains, à nos intérêts à nous, et souvent des intérêts qui sont anecdotiques, que ce soit esthétique, que ce soit le fait qu'on ne supporte pas finalement de voir un rat marcher dans la rue. Enfin, c'est pas du tout des intérêts vitaux, si je puis dire. Et donc donc c'est pour ça qu'évidemment on se bat pour que ce terme de animaux liminaires rentre dans le dictionnaire. Oui. Vous avez écrit un super texte qui s'appelle « Pour une ville bienveillante et accueillante aussi pour les animaux » dans les médiations philosophiques en octobre dernier. Et vous y écrivez notamment « Le temps où aucune remise en cause ne se faisait entendre concernant ce qu'on se permet de faire subir aux animaux liminaires est révolu. » Et aussi, vous parlez dans ce texte de la question de la bataille culturelle que vous menez, notamment à Paris Animaux Zoopolis. Qu'est-ce que c'est exactement la bataille culturelle ? C'est essayer de faire bouger les lignes, c'est-à-dire tout simplement d'arriver à un stade où le grand public, où l'opinion publique, les élus, enfin tout le monde, la société, les médias évidemment, font faire attention à ce qu'ils vont dire en fait. C'est-à-dire ne plus avoir cet automatisme de dire nuisible, que ça va de soi de les tuer. C'est un peu briser ce carcan en fait dans lequel on est. Et donc la bataille culturelle, très concrètement, ça veut dire essayer de publier des tribunes, ça veut dire essayer d'interpeller les élus pour leur dire qu'en fait non, ce n'est pas acceptable de faire ça sans se poser la question de comment faire autrement, parce que vraiment l'illustration même du spécisme, c'est qu'en fait on est dans une société où jusqu'à présent en fait les mairies ne se posent pas la question de comment on pourrait faire autrement que d'empoisonner massivement des rats, par exemple, ou comment on pourrait faire autrement que de gazer des pigeons. Vous voyez, on ne se pose même pas la question. C'est-à-dire que ce n'est pas important, voilà. Et donc, par contre, ce qu'on voit, c'est que dès lors qu'on met la lumière dessus, parce que globalement, les mairies ne se posent pas la question, mais non plus, elles le crient pas sous tous les toits, elles se rendent compte quand même que si l'opinion publique le savait, ça passerait quand même moyennement. Donc, c'est ça aussi notre force, c'est qu'en fait, ça révolte une partie importante de la population. Et donc, c'est là où notre enjeu, c'est ça, c'est de mettre la lumière. C'est un peu comme la question des abattoirs, et que dès qu'on braque les projecteurs sur des pratiques qui sont extrêmement violentes, en général, l'opinion publique est quand même plutôt scandalisée. Et donc là, on peut avoir un impact réel sur les politiques. Et justement, Amandine Sanvicens, vous évoquez les mairies, l'espace politique.
C'est un espace qui est de plus en plus investi par les animalistes, des partis animalistes. J'évoquais au début de cette émission les européennes de 2019. Je rappelle quand même que le parti animaliste avait fait 2,2% des voix. C'est quasiment autant que les communistes. Ça explique peut-être pourquoi ils ont du mal avec ces questions. Mais je pense aussi à l'apparition plus récente de pas mal d'élus municipaux en fait dans des grandes villes tirés de partis animalistes. Moi j'habite à Montpellier la plupart du temps et là-bas on a Edine Aristegui, il occupe le poste d'adjoint au bien-être animal. Il a obtenu par exemple la fin des conventions de chasse sur les terrains municipaux de la ville de Montpellier. Actuellement il s'oppose à la bouvine, une forme de course camarguaise qui implique des taureaux et des vaches. C'est des choses qui font beaucoup parler dans la ville. Qu'est-ce que vous inspire cette action, cette multiplication de présence dans le politique ? On a parlé de Duška Marković aussi à l'instant, il y en a d'autres, je pense à Aymeric Caron aussi, député de la France Insoumise qui défend une position animaliste et une position antispéciste, notamment avec des lois sur la corrida. Cette prise d'assaut du terrain politique pour vous, ça vous inspire quoi comme action ? Je pense que c'est fondamental. Je pense que c'est fondamental parce que ça montre déjà que c'est une question qui est profondément politique. Et ce qu'on veut, c'est des changements de loi, de réglementation, avec une réelle protection des animaux et puis, le cas échéant, des décisions de justice, en fait, des condamnations. Après, voilà, on en est qu'au début. Je voudrais quand même dire qu'aujourd'hui, dans son ensemble, le mouvement pour la cause animale, de manière générale, est très peu orienté sur la question politique. Je trouve pas du tout assez. Il faut quand même le dire. Et donc, pour moi, il faut vraiment y aller à fond là-dessus. Rappeler que investir la question politique, c'est pas que candidater et qu'il y ait des élections. C'est aussi oui, c'est derrière... pas que la politique traditionnelle. Voilà, exactement. C'est aussi derrière des associations qui sont indépendantes de tout parti politique, comme c'est notre cas à nous, et qui allons voir les élus, les rencontrer, les convaincre, leur donner des ressources et leur demander d'agir, parce qu'il y a tout un travail de suivi qui est fondamental et que les élus municipaux, par exemple du parti animaliste, je le rappelle, ont fait des alliances avec d'autres partis politiques et que ça reste quand même compliqué et que les avancées sont quand même assez timides. Il y en a certaines, mais c'est quand même pas non plus... voilà. Nous, il y a des choses sur lesquelles on bute. Un exemple, à Montpellier, Edine Aristegui n'a pas du tout le soutien de Michaël Delafosse, maire de Montpellier. C'est quelque chose qui fait en franc-tireur de son alliance. Alors oui, par exemple sur Montpellier, puisqu'on connaît bien la situation, Edine Aristegui voulait interdire la pêche au vif, et c'est une de nos campagnes, et le maire s'y est complètement opposé. Il n'y a même pas pu y avoir de débat. Voilà, donc ça montre aussi que pour le moment, les élus qu'il y a, c'est parce qu'il y a des alliances et que ça pose quand même des limites. Mais après, évidemment, je pense que c'est indispensable et c'est un peu d'ailleurs ce qu'avait fait à l'époque CPNT, Chasse, Pêche, Nature et Tradition, qui est maintenant le mouvement pour la ruralité, où on voit que ça reste quand même important pour créer des rapports de force, ne serait-ce pour que les partis traditionnels intègrent d'eux-mêmes des mesures dans leur programme. Et que par exemple, Europe Écologie Les Verts, qui jusqu'à présent se croyait tranquille et seul sur la condition animale, alors qu'en fait, le bilan est quand même assez faible, quand ils voient qu'il y a le parti animaliste, ça les met aussi en concurrence. Donc, je pense que c'est positif. Florence, vous vouliez réagir sur cette question politique ? Oui, je veux juste réagir rapidement sur le fait que justement cette question animale, elle est invisibilisée largement, mais de moins en moins quand même. Donc, on a une disparition de ce point aveugle. Petit à petit, il y a encore beaucoup de travail à mener, mais en fait, on sait que, comme le disait Amandine tout à l'heure, en fait, c'est que il y a beaucoup de filières de l'exploitation animale et notamment l'élevage qui affirment, on entend beaucoup dans les médias, que si les militants antispécistes, les militantes antispécistes sont opposées à l'élevage, c'est parce que ces personnes-là n'y connaissent rien, etc. Or, c'est précisément l'inverse, quoi. C'est vraiment parce que les personnes sont davantage exposées à ce qui se passe dans les élevages et dans les abattoirs, entre autres, qu'elles commencent à percevoir le problème, à voir les animaux qui étaient invisibles auparavant, et à se dire qu'il y a un souci. C'est un point important sur les animaux liminaires, donc les animaux qui vivent dans les villes, mais qu'on voit quasiment plus, qu'on ne perçoit pas vraiment. Et c'est aussi le cas pour tous les animaux dont je disais tout à l'heure, qui sont rendus invisibles par la distance avec les élevages et les abattoirs, qui sont à l'abri des regards. Florence Desré, en 2 mots, cette image d'urbain, où on ramène souvent le combat antispéciste en disant « c'est des urbains, ils comprennent rien à nous, le monde rural et tout ». Pour vous, vous la refutez complètement. Oui, complètement, parce que c'est déjà l'image qu'on peut avoir de la ruralité, avec une prédominance de la chasse, etc. Il est largement fausse. Une majorité de chasseurs qui sont des urbains d'ailleurs. Mais déjà, ça passe de pertinence spécialement. C'est-à-dire que les questions dont on parle ici, là, ce sont des questions qui sont liées à l'éthique. Ce ne sont pas des questions qui sont liées à la zootechnie, quoi, ou à la manière dont, techniquement, concrètement, on exploite les autres animaux. Donc peut-être que les éleveurs sont les mieux placés pour savoir comment castrer un porcelet à vif, mais est-ce que c'est les mieux placés pour savoir si c'est bien ou mal de le faire ? Je pense pas. Et quand on a un intérêt en plus dans l'exploitation d'autrui, c'est quand même plus compliqué d'avoir un regard qui soit dénué de conflit d'intérêt
pondéré, qui soit objectif sur la question. Et puis, dans les faits, il y a pas mal d'anciens éleveurs, anciennes éleveuses, des personnes qui ont vécu dans ces milieux-là, qui justement s'en sont détachés, ou qui ont travaillé d'ailleurs en abattoir, et puis qui se sont complètement détachés de cette question-là, qui ont arrêté de manger de la viande, etc., comme c'est le cas de Mauricio Garcia Pereira, dont on parlait tout à l'heure, parce que justement le fait de savoir a créé un rejet de ces pratiques et de cette exploitation globalement, quoi. Très rapidement, je voulais dire que sur le sujet de la ruralité, parce que j'avais publié une tribune dans Le Monde sur le sujet, dire que c'est d'abord et avant tout une notion qui est brandie pour empêcher en fait tout débat sur la condition animale, et que ce n'est pas pertinent. Enfin, la question, c'est de se dire, est-ce qu'il est juste ou injuste de faire ce qu'on fait subir aux animaux. Enfin, la question, elle est là. Donc, en fait, c'est pas où c'est qu'on est né, où c'est qu'on a grandi, où c'est qu'on va mourir. Enfin, et je comprends pas comment chaque fois... Enfin, si, je comprends que c'est en fait une idée pour détourner le débat. Voilà. Et donc, il faut vraiment faire attention à cela parce que c'est absurde. Super, et bien avant de finir cette émission crossover Comme un poisson dans l'eau et penser les luttes, il y a un petit rituel habituel dans Comme un poisson dans l'eau, c'est de demander des recommandations à mes invités. Et comme vous êtes deux aujourd'hui, Florence et Amandine, je vais vous en demander une chacun. Peut-être Amandine, pour commencer, votre recommandation. Alors, je recommanderais un documentaire qui est très très beau et qui donne beaucoup d'espoir. Donc, c'est le documentaire qui s'appelle Peaceable Kingdom, qui a été réalisé par Jenny Stein, donc sur la prise de conscience d'éleveurs qui ont arrêté et qui, pour certains, ont créé des refuges. Et voilà, et c'est des témoignages très très beaux. Merci. Et Florence, votre recommandation ? Alors c'est difficile de choisir, mais surtout une seule. Mais je pense que je recommanderais le travail justement de Dalila Awada, qui est militante, chroniqueuse et conférencière québécoise, militante féministe, antiraciste et antispéciste, qui a aussi fondé la Fondation Parole de Femmes, qui a pour mission de favoriser la prise de parole des femmes racisées. Et notamment, dans son travail, un de ses articles qui s'appelle « Si la justice exclut les animaux, elle demeure partielle », article qui a été publié dans la revue en ligne Ballast. Je recommande vraiment cet article pour comprendre l'articulation entre les différentes luttes sociales et l'antispécisme, et aussi ce qu'elle appelle la politique de non-agression, à savoir le fait qu'on puisse pas s'intéresser forcément à toutes les luttes, mais que c'est pas mal de se mettre en réserve vis-à-vis des luttes dans lesquelles on n'est pas investi, pour laisser la place aux militants, militantes et à la défense des intérêts de chacun et chacune. Eh bien, merci beaucoup pour ces recommandations hyper intéressantes. On les retrouvera sur l'article sur Radio Parleur qui accompagne ce podcast. Ça a été un plaisir de vous avoir toutes les deux pour discuter de ce travail sur le spécisme et l'antispécisme. Hyper intéressant, je crois, pour beaucoup d'auditeurs et d'auditrices de Radio Parleur. En tout cas, ce podcast va permettre de mieux comprendre ces luttes et peut-être de mieux les appréhender quand ils y seront confrontés. N'hésitez pas d'ailleurs, vous qui nous écoutez, à nous faire des retours sur nos réseaux sociaux et nous dire ce que vous avez pensé de l'épisode. Merci beaucoup à nos deux invités. Je rappelle vos titres rapidement. Florence Dellery, je rappelle que vous êtes autrice et illustratrice scientifique. Vous faites un gros travail de vulgarisation des luttes antispécistes sur votre blog qui s'appelle Questions Animalistes. Je recommande d'y aller. Vous êtes aussi membre du projet Méduse. Et Amandine Sanvicens, cofondatrice de Paris Animaux Zoopolis, qui lutte contre le spécisme, notamment à Paris, dans la capitale. Mais pas que. Victor aussi, un très grand merci à toi. Merci à Florence, à Amandine et surtout à toi et tes équipes, Martin, à Radio Parleur. Ça a été un vrai plaisir de collaborer avec vous pour une fois, alors que d'habitude je suis plutôt tout seul dans mon coin. Et vraiment, je souhaite que tous les médias engagés contre les oppressions aient la même démarche et intègrent enfin le sujet du spécisme dans leur ligne éditoriale. Donc merci de leur montrer la voie pour les médias indépendants de qualité. Du coup, voilà, c'est un peu un appel général à tous les journalistes qui peut-être nous écoutent à s'en emparer de la même manière et à enfin parler de ce sujet de société important et majeur. Parfait, n'hésitez pas à le faire. On va peut-être aussi prendre quelques instants pour un petit moment appel à soutien. Victor, je sais que tu as une cagnotte sur laquelle on peut t'aider à faire ce travail de podcast. Et oui, Comme un poisson dans l'eau, c'est un podcast indépendant, gratuit à écouter et sans publicité. Alors si vous voulez soutenir le projet et aider à déconstruire le spécisme, vous pouvez aller sur le Utip du podcast, qui est aussi le premier lien dans la description du Linktree, que vous retrouvez un peu partout sur les réseaux sociaux de Comme un poisson dans l'eau. Voilà, n'hésitez pas à soutenir le travail de Victor. Globalement, le travail de tous les podcasts indépendants, c'est vraiment une des richesses, je trouve, du monde du podcast, avec des sujets très précis comme ça et beaucoup de gens très spécialistes de sujets. C'est un vrai plaisir de suivre ça. Pour Radio Parleur, vous le savez, vos dons aussi sont nos seules ressources pour continuer à vous proposer des pensées des luttes, des reportages, des lives dans les manifestations, etc. dédiés aux luttes. Ça se passe sur radioparleur.net, vous n'hésitez pas. Prochain épisode de Comme un poisson dans l'eau, ça arrive quand, Victor ? Dans 2 semaines, c'est toutes les 2 semaines Comme un poisson dans l'eau, et ce sera un épisode intéressant pour voir comment la figure du bobo est utilisée contre les luttes sociales. On en a un petit peu parlé déjà. Pour penser les luttes, vous commencez à en avoir l'habitude. Nous, on se retrouve dans une dizaine de jours. D'ici là, on n'oublie pas qu'un mouvement massif pour défendre nos retraites est en cours. Alors vous prenez soin de vous si vous allez en manif. Allez-y, nombreuses et nombreuses. On vous embrasse. Salut.